Oui, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre au Togo. Nous luttons contre un régime satanique qui refuse de partir malgré tout ce qui s'est passé. Et je ne sais pas sur quoi il veut se baser pour nous diriger par la force. Donc nous ne dormons pas et eux aussi ne dormiront pas tant qu'ils ne nous laissent pas dormir. Ce soir, il me plaît d'improviser ce débat qui sera très bref, axé sur 3 points. Le dialogue en cours et le facilitateur qui est une personnalité pas du tout crédible. L'arrestation de Asiba Johnson qui est une preuve du refus de ce régime de céder le terrain à la démocratie. Et la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de nous mobiliser. Donc, je vous laisse écouter ce chant patriotique et après quoi, je vais faire mon exposé. Frère Agouda, bonsoir. Séverin, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à vous qui êtes en ligne. Joe Moins, bonsoir. Vraiment, nos ancêtres comptent sur nous pour relayer le combat qu'ils ont engagé au prix de leur sang pour notre cher Togo, pour notre chère Afrique. Et voilà ce que véhicule ce chant patriotique. Et nous n'avons pas le droit de laisser nos pères combattants mourir en vain. Ne laissons pas la dynastie des Nyasingbe détruire tous les acquis que nos martyrs ont acquis pour nous. Tous les acquis qu'ils nous ont légués au prix de leur vie, au prix de leur sang précieux. Levons-nous et battons-nous, chers compatriotes, chers Africains. L'heure n'est plus au sommeil. Nous devons détruire tout système dictatorial en Afrique. Et pour l'heure, c'est le Togo qui s'est levé et l'Afrique entière doit soutenir de toutes les manières le Togo, car si la dictature togolaise tombe, c'est toute la dictature africaine francophone qui va s'écrouler. Alors, ce soir, mes chers compatriotes, je tiens dans ce débat à vous dire que nous avons, depuis même le mois de novembre, décembre, janvier jusqu'en février, avant le début de ce dialogue, qui est une farce de plus, que ce dialogue ne vaut pas la peine. Mais on a dit non, laissons ce dialogue se faire et les gens croyaient en la bonne foi du RPT uni. Bon, vous avez vu comment le dialogue se déroule. Et les préparatifs de ce dialogue nous donnent une idée claire que cela a été imposé par la France. Et pendant ce temps, on nous nomme un facilitateur qui ne relève même pas de la volonté du peuple. D'abord, c'est nous insulter comme si les Togolais ne sont pas assez matures pour régler leurs problèmes eux-mêmes, d'aller appeler un chef d'État d'un pays voisin qui s'est toujours battu lui-même pour être là où il est actuellement. Et puis, de deux, l'opposition qui représente le peuple ne rend vraiment pas compte des discussions qu'il y a dans ce dialogue au peuple et ne tient pas compte des aspirations profondes du peuple. La moindre des choses à imposer au RPT, c'est de libérer systématiquement tous les détenus politiques, notamment les membres du mouvement citoyen Nuboké qui n'ont rien à foutre en prison. Et demander la levée des sièges sur les villes du Togo. Libérer le peuple pour que le peuple exprime librement
son ras-le-bol. Faire rentrer dans toutes les casernes les chars d'assaut, les véhicules de guerre que les militaires ont sortis pour terroriser la population en vue d'éviter toute contestation. Mais c'est des choses élémentaires sur lesquelles l'opposition ne devait pas tergiverser. Si vous ne faites pas ces choses à 100%, nous n'allons à aucun dialogue. Et nous allons à ce dialogue pour négocier de comment vous devez quitter le pays tranquillement pour ne pas le mettre à feu et à sang, parce que nous sommes décidés maintenant à ne plus faire de concessions, à ne plus vous laisser de marge de manœuvre que de négocier les conditions d'amnistie qui devaient régler votre départ. Tout. Là, l'opposition place la barre toute haute, de sorte que le RPT ne peut que se plier devant cette détermination du peuple togolais à en découdre avec lui. Mais il n'en était point question. Ok, on nous prend un facilitateur. Lequel? Un faux type, je le dis. Nana Akufo-Addo est un faux type. Ce type n'est pas sérieux. D'abord, c'est un avocat, un roublard, qui s'est enrichi dans des affaires louches et dont la venue au pouvoir, les campagnes électorales, le financement de ses activités politiques ont été essentiellement soutenus par le RPT, de père en fils, et par des trafiquants ghanéens, les miniers trafiquants illégaux. Et rappelez-vous le lynchage de cet officier Mahama, près de Koumassi. Ils ont commencé à libérer un à un les principaux inculpés dans son décès. Et le procès ne se déroule pas comme cela se doit. Pourquoi? Parce qu'il est venu en faisant la promesse à des miniers illégaux de voir leur cas pour que les interdictions qui planent sur eux soient levées ou aménagées. Et voilà, il y a un jeune officier qui est parti en découdre avec eux. Ils l'ont lynché comme ça. Et le président tergiverse dans ce dossier. Pourquoi? Parce que quelque part, le financement de ses activités politiques, de sa campagne électorale qui l'ont conduit au pouvoir et l'essentiel de son électorat se situe dans cette zone. Il est financé en partie par des miniers illégaux. Et surtout, son plus grand argentier, c'est le RPT uni de père en fils. Dans les années 2000, 90 d'ailleurs, c'est Eyadema qui détestait Ronles, qui lui voulait un contre-pouvoir. Donc il faut financer un parti pour contrer le NDC, parce que le NDC a fait du Ghana une base arrière pour l'opposition togolaise. Alors, il faut détruire le NDC si c'est possible. Et c'est sans compter avec les divisions qu'on a participé à semer au sein du NDC en évinçant Ronles et sa femme. Et Kufuor a réussi à prendre le pouvoir en 2000. Et en 2000, dès 2000, ce qui s'est passé pour les opposants togolais réfugiés au Ghana, la plupart ont été convoyés dans les couloirs de la mort au Togo. Dans le grand silence, dans le grand secret. Mais nous en savons beaucoup. Certains ont été assassinés, d'autres ont été contraints de quitter le Ghana parce que le Ghana était plus sécurisé. Et c'est comme ça, pareil, sous la présidence du PNP, du NPP, excusez-moi, du NPP au Ghana, du New Patriotic Party au Ghana. Le Ghana n'est jamais une terre d'accueil pour l'opposition togolaise, pour les exilés togolais, pour les activistes togolais. Et voilà ce type qu'on nous ramène, qui fait des discours flatteurs. Déjà, vous voyez, celui qui dit qu'il n'a pas besoin du financement du FMI, de la France et des autres pour développer son pays, que l'Afrique doit compter sur ses propres ressources, va quand même autoriser une base militaire américaine. Pourquoi faire? C'est le désastre pour la sous-région. Un désastre où aucun gouvernement africain, même si un changement advenait au Togo, et si le nouveau régime togolais était patriotique, nationaliste, l'armée américaine au Ghana
serait un problème pour tout nationalisme dans la sous-région et en Afrique. Donc, comprenons que Akufo-Addo, c'est quelqu'un qui dit quelque chose et fait son contraire. C'est un faux type. Et il n'est pas propre. Il n'a pas les mains propres pour être facilitateur impartial dans la crise togolaise. C'est ce que nous devons savoir. Et pour cela, il est disqualifié pour être facilitateur dans la crise togolaise. Et il n'est pas crédible pour trouver une solution adéquate à cette crise. Les informations circulaient sur le fait qu'il a réclamé 500 000 € pour régler ce problème. Et moi je dis que les 500 000 €, c'est Fogna Sigbe qui paie avec notre argent. Notre argent, mais dans les faits, c'est Fogna Sigbe, l'État togolais, qui paie l'argent de la facilitation. Bon, l'État togolais paierait-il une aussi grande somme pour se laisser détrôner du pouvoir? Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Fogna Sigbe va-t-il accepter payer 500 000 € à Nana Akufo-Addo et il y a Alpha Condé qui réclame aussi sa part du gain? Va-t-il les payer pour qu'ils viennent le chasser du pouvoir quand la personne refuse de partir par la pression du peuple? Et que c'est par ce dialogue qu'on espère qu'il parte. Mais voilà, il paie les facilitateurs pour qu'ils viennent le chasser. Non, quand même, mes chers compatriotes, réfléchissons. Réfléchissons et ne laissons personne réfléchir à notre place. C'est logique que ces gens viennent pour jouer sur le temps. Et il y a une information qui filtre que le gouvernement américain devait accorder un financement de 135 à 300 millions de dollars au gouvernement togolais, mais les a suspendus à cause des mouvements qui sont nés depuis le 19 août. Parce que pour un gouvernement qui était en passe de tomber, il n'y a pas raison de financer. Et vu les exactions que ce gouvernement a commises sur sa population, le financement était suspendu. Donc, il va falloir trouver quelqu'un qui peut convaincre les Américains pour jouer sur le temps et obtenir cet argent parce que le régime togolais est à bout de souffle. L'économie s'est effondrée depuis le début des manifestations. Les sources de revenus de l'État tarissent. Alors, ils cherchent l'argent par tous les moyens. Le FMI ne trouve pas de garantie pour prêter l'argent voulu par l'État togolais à ce dernier. Donc, comme le Ghana s'entend bien avec les États-Unis, le régime a employé le Ghana pour jouer sur le temps, pour avoir une accalmie, rassurer les Américains et obtenir ce financement. Et selon les dernières nouvelles que nous avons reçues, l'État togolais aurait reçu déjà cet argent. Voilà ce qui lui donne ce courage, cette insolence à braver le peuple en précipitant l'organisation d'un référendum dont la date est déjà fixée pour le 29 juillet. Vous trouvez ça comme de la blague, mais ça va vous surprendre. La commande de 4 hélicoptères de guerre faudra trouver l'argent, ou si l'argent ne lui est rentré ces derniers temps. Donc, j'ai l'impression que nous dormons, chers compatriotes, ne dormons pas. Et disons non à la médiation ghanéenne, parce que Nana Akufo-Addo est un faux type. Il n'est pas sérieux. De deux, le mercredi 4 avril, Asiba Johnson est arrêté manu militari, sans injonction judiciaire, sans mandat d'arrêt du juge d'instruction, sans notification de convocation. On le saisit en ville. Un rendez-vous, il se rendait et on est venu saccager son bureau, emporter son matériel informatique et tous les dossiers sensibles du RIJAD.
que lui reproche-t-on? Qu'a fait Asiba pour être embrigadé de la sorte et hier, il a été déféré à la prison civile de Lomé. Bon. Pendant que une des mesures importantes de l'apaisement que l'opposition a soumise au gouvernement est la libération inconditionnelle de tous les détenus politiques, ce gouvernement s'obstine à arrêter encore d'honnêtes citoyens. Et nous venons d'apprendre que le professeur Dossé de Togo Debout vient d'être interpellé encore. Si cette nouvelle venait à être confirmée, ce qui est sûr, c'est que ce régime joue ses dernières cartes. Il joue tout justement comme le déclin de toute dictature, de tout système despotique. Parce que rien ne doit plus expliquer les arrestations arbitraires en ce moment. Tout ce que doit faire ce régime pour montrer sa bonne foi est là, dans la condition de quitter tranquillement, sans qu'il y ait des règlements de compte, pas de montrer sa bonne foi pour rester au pouvoir. Tout ce qu'il doit faire, c'est de montrer de bons signes. C'est de montrer aux gens que les arrestations, il n'y en aura plus. Les détenus politiques doivent être tous libérés. Mais non, on gonfle encore nos prisons avec des patriotes qui n'ont rien fait que de dire la vérité sur les faits qui se déroulent sur notre terre. Et quant à ce qui concerne le RIJAD, on l'accuse de trouble à l'ordre public et de diffusion de fausses informations. Or, le RIJAD est l'association la mieux informée sur le nombre des victimes des répressions parce que c'est le RIJAD que la diaspora suisse, la diaspora allemande de Düsseldorf et Karlsruhe, la diaspora états-unienne de Chicago, comment ça s'appelle, l'État de l'Illinois a contacté. C'est Asiba que nous avons contacté pour lui donner nos cotisations, pour assister nos victimes. Les victimes que le gouvernement devait prendre en charge parce que c'est les soldats envoyés par le gouvernement qui ont tué, qui ont blessé par balle nos compatriotes. Et souvenez-vous de Madame Mimi Sessi qui a été frappée à Lomé, qui a eu des plaies partout dont les photos ont circulé sur la toile. C'est Asiba qui l'a prise en charge. Et Asiba connaît exactement le nombre des blessés, le nombre des morts, les témoignages qui ont eu lieu de la part des parents, des familles, des victimes. C'est sur ces bases-là. Asiba s'est rendu à Dapaon, à Kara, à Mango, à Bafilo, à Sokode, à circuler tout le Togo, à Takmame, à Nié, pour récolter le nombre des arrestations et des disparus, parce qu'il y a un nombre important de disparus. On ne trouve pas ces Togolais et on suppose que soit ils sont tués et peut-être qu'il y a eu des fosses communes où on a enterré des gens qu'on ne voit pas. Et sûrement qu'il y a eu des réfugiés et surtout dans la région centrale, les jeunes sont tellement terrorisés puisque ces localités sont assiégées. Les jeunes se réfugient dans la forêt. Nous avons vu des photos, même des enfants dormaient dans les champs où ils se nourrissaient de cueillettes, de maïs, de tubercules qu'ils font cuire au feu. Voilà ce à quoi nos confrères, nos compatriotes sont réduits par la faute de ce régime. Et c'est ce que le RIJAD a dénoncé objectivement. Et la diaspora togolaise organise conjointement une conférence avec le RIJAD ce 27 avril. Et pendant que nous faisons sur Genève, et pendant que nous faisons les démarches pour obtenir le visa au RIJAD pour venir au cours de ce mois et organiser cette conférence à l'ONU parce que nous avons obtenu une salle aux Nations Unies à Genève pour la circonstance.
il faut empêcher Assiba de venir à Genève présenter ce rapport-là. Voilà l'objet essentiel de son arrestation et rien de plus. Mais nous tenons à dire au gouvernement que ces rapports circulent. Nous sommes témoins vivants de ces rapports. Assiba a toujours échangé avec nous. Et qu'on l'arrête ou pas, ces rapports vont circuler. Et c'est une preuve que nous allons présenter ce 27 avril à Genève que voilà, ce gouvernement envoie toujours des organisations affidées au RPT pour venir défendre la situation des droits humains au Togo, auprès des Nations Unies. Parce que la Commission des droits des Nations Unies se trouve à Genève. Et son siège aussi. Mais ce gouvernement qui vous a menti sur sa bonne foi vient encore d'arrêter un honnête citoyen qui devait venir ici même présenter un rapport sur la situation des droits humains depuis le 19 août. Donc, ce gouvernement pense nous porter des coups durs, mais il est en train de dévoiler son vrai visage. Et nous lui demandons de libérer Assiba, les responsables de Nubweke et tous les détenus politiques du Togo, tout simplement. Sinon, il se fait plus de mal en arrêtant les nôtres qui ne le pensent. Arrêtez nos compatriotes qui militent pour un meilleur Togo n'est pas une solution pour accorder une survie à ce régime dont personne ne veut. Dont personne ne veut. Si je dis que personne ne veut, c'est que circuler sur toutes les plateformes qui font les sondages sur la crise togolaise, qui sont ceux qui veulent que Faure reste au pouvoir, peut-être 3% des Togolais. En tout cas, je vais publier un lien dans les heures qui viennent pour que chaque Togolais aille visiter tous les sites qui font les sondages de la situation actuelle. Pas même 10% des Togolais ne veulent de Faure Gnassingbé. C'est bain de foule, maigrichon qu'il organise, bien orchestré, où on distribue des sacs de riz forts unis, des spaghettis unis, de l'argent aux gens, sont faits pour flatter nos appétits. Mais personne ne veut de Faure Gnassingbé en réalité. Alors, moi je tiens à vous appeler, chers compatriotes, de nous révolter. Parce que tout ce que fait ce régime et qu'il continue de faire ne fait que nous révolter. Et il est en train de nous conduire lentement sur un terrain que nous ne voulions pas depuis le début. C'est le terrain de la violence. Et quoi qu'il veut, la lutte va déboucher sur la violence tant que ce régime ne se retire pas et ne montre vraiment pas les signes de l'apaisement. Parce que nous ne sommes plus prêts à voir Faure encore 1 an de plus ou 2 ans de plus au pouvoir. Et c'est insensé de lui donner même jusqu'à 2020 parce que la personne ne veut pas quitter. Qu'est-ce qu'il va faire en 2 ans qu'il n'a pas pu faire en 13 ans? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez l'exemple de Kabila. Il a fini ses 2 mandats et demi. Il dit qu'on lui donne 1 an encore. 1 an est passé en décembre 2017. Nous sommes en avril 2018. Il n'y a aucun signe qui montre que Kabila va quitter. Il est encore dans le dilatoire. C'est qu'un dictateur ne quitte jamais le pouvoir de lui-même. On le force à quitter. Et ayons ça dans la tête. Que ce régime RPT est despotique. Et aucun système despotique n'a chuté par la négociation. Regardez toutes les révolutions qu'il y a eu dans le monde. C'est par la violence qu'on a défait une dictature. Et pour finir, j'appelle tout le monde à la mobilisation. Mes chers compatriotes de la diaspora, ceux qui sont au pays se battent tellement. Et je vous invite à ne pas écouter
Ce que le RPT a répandu sur la toile pour nous salir, nous la diaspora, nous appelant à descendre au Togo pour lutter. Non, il y a déjà 7 millions de Togolais. Ce n'est pas les 2 500 000 de la diaspora qui vont faire vraiment le poids. Les gens qui sont sur le terrain sont suffisants pour faire tomber ce régime. Nous n'avons pas besoin de rentrer. Et ceux qui doivent rentrer, nous rentrons pour des missions que les gens ne peuvent pas nous forcer ici à étaler. On ne le dira pas. Ça, c'est un piège, un traquenard dans lequel nous ne tomberons pas. Ne les écoutons pas. La diaspora fait beaucoup. C'est nous qui bravons le froid de l'hiver, la pluie, les tempêtes, les levées matinales, les rentrées tardives. J'ai vu circuler sur la toile des revendications féministes qui disent la nuit est faite pour baiser, excusez-moi le terme, et non pour travailler. Mais combien parmi nous travaillent de 18h jusqu'à 4h du matin, juste pour avoir de l'argent? Et cet argent, qu'est-ce que nous faisons avec? Pas que pour nous. Nous envoyons à nos familles. Parce que sans notre aide, les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Et je tiens à dire aux gens de nous respecter parce que si la diaspora retire son aide, c'est là où les gens verront la misère des Togolais restés au pays. Alors, ne les écoutons pas. Et puis de deux, c'est la diaspora qui fait pression sur les diplomaties internationales, sur les chancelleries et dans nos pays d'accueil respectifs. Sans la diaspora, ceux qui sont au Togo et qui luttent devaient prendre leur billet d'avion tout le temps pour venir faire les pressions ici. Et ce n'est pas possible. Alors ne les écoutez pas. Quand on dit vous êtes ici derrière les écrans, oui, c'est derrière les écrans que nous ouvrons les yeux aux gens. C'est derrière les écrans que nous faisons nos transferts. Mais quand on fait les transferts derrière les écrans, ça sent bon. Mais quand on mobilise derrière les écrans, ça sent mauvais. Non, vous êtes des diables. Vous n'allez pas pouvoir nous déstabiliser. Et n'écoutez pas ceux qui nous disent de rentrer au pays, que nous envoyons des gens à l'abattoir. L'abattoir qui l'a créé, c'est le RPT uni, ce n'est pas nous. Et pourquoi est-ce que cet abattoir a raison d'être? Non. C'est parce que le gouvernement est mauvais. Le gouvernement est méchant qui a cet abattoir-là. Alors mobilisons-nous. Nous tendons à faiblir, mais ne faiblissons pas. C'est parce que nous avons affaire à un régime démoniaque que la lutte perdure. Et cela doit nous donner plus à redoubler d'efforts pour cette lutte. Mes chers compatriotes, mobilisons-nous. Mobilisons-nous, car la mobilisation est la seule condition pour donner toute autre allure, l'allure dont a besoin cette révolution pour faire tomber cette dictature qui nous détruit dans tous les pans de la vie. Le RPT nous détruit. Nous avons mauvais salaire à cause de ce régime. Pendant ce temps, un officier comme Kadanga se permet de coucher avec 2 à 3 filles par jour dans son bureau et leur distribue 500 000 francs minimum par fille. Un officier de l'armée qui dépense 1 500 000 à 2 millions par jour pour faire des attouchements sur les filles. Ou que les filles lui fassent des fellations, il leur donne 500 000. Pendant qu'un médecin qui se bat nuit et jour pour sauver la vie des compatriotes ne gagne pas 500 000 francs par mois. Mais c'est absurde. C'est parce qu'il y a un régime qui s'appelle le RPT qui a créé cette absurdité-là que nous devons combattre de toutes nos forces. Nous n'avons pas d'hôpitaux à cause de ce régime. Nous n'avons pas d'infrastructures éducatives appropriées, des centres de formation appropriés. Dans un pays, ce qui montre signe de développement, c'est les centres de formation et de recherche. Il n'y a pas de laboratoire de recherche au Togo pour que le Togo crée ses propres médicaments pour éviter
les faux médicaments qui nous tuent, qui sont importés. Les signes, c'est l'existence des centres de formation hautement qualifiés. Le génie civil est mort au Togo. Allez à l'université de Lomé. Regardez l'école des ingénieurs. Ça ne vaut pas la chandelle. Le CERFER, qui est le centre de formation d'entretien routier, c'est du n'importe quoi. Avec du matériel désuet. Les CRET-FP, qui sont les centres de formation professionnelle, à Palimé, à Takpamé, comme à Lomé, où on doit former des gens du génie civil, sont à l'abandon. Si le génie civil est à l'abandon, comment est-ce que nous pouvons avoir des routes? Comment est-ce que nous pouvons avoir des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux? La plupart des banques ont loué des immeubles, les banques d'État ont loué des immeubles dont ils ne paient même pas régulièrement les loyers. La plupart des services de l'État sont dans les bâtiments loués et les propriétaires sont laissés à l'abandon, ne leur paient pas les loyers. L'État n'a pas un département de génie civil capable de réaliser un certain nombre d'ouvrages. Nous sommes obligés de faire appel au génie civil béninois, au génie civil ghanéen, au génie civil français, au génie civil chinois. Et qu'est-ce que nous constatons? À cause des détournements de fonds, les maîtres d'ouvrage prennent les projets, mais ça rêve en cours de route et disparaissent parce que le financement est insuffisant. Et quand ils font le calcul, ils voient que jusqu'alors, ils ont amorti leur main d'œuvre et le matériel. Ils prennent la fuite. Beaucoup de travaux financés à coût de dizaines de centaines de milliards n'ont jamais vu le jour à cause de ce système. S'il y avait un génie civil togolais vivant, c'est parce que ce gouvernement n'en fait pas une priorité. Comment est-ce qu'on peut bâtir un pays sans le génie civil? Ici en Suisse, je suis dans le génie civil. C'est un pays qui évolue. À la rigueur, les étrangers que la Suisse prend, c'est les architectes parce que la Suisse n'a pas trop d'architectes de renom. Donc on prend des architectes français, polonais, américains, chinois, etc. Mais les ingénieurs, si tu n'es pas suisse, tu n'es pas ingénieur. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur a une responsabilité de 10 ans dans un ouvrage qu'il a réalisé. Si on prend un étranger qui quitte et dans les 10 ans, il y a un effondrement d'immeubles, il y a un problème qui engage la responsabilité de l'ingénieur, ce serait un problème juridiquement difficile à réaliser. Donc, ingénieur suisse, tu es suisse. Et les entreprises de construction, il n'y a pas d'entreprises étrangères qui réalisent les ouvrages. C'est les entreprises suisses. Ça fait tourner l'économique. Il y a de l'assurance que cette entreprise est soumise à la loi sur les entreprises suisses. Et tout se passe parfaitement bien. Aucune entreprise étrangère ne construit les infrastructures en France, c'est les entreprises françaises. Et au Togo, c'est les entreprises étrangères qui se partagent la manne allouée aux réalisations d'ouvrages. Donc, c'est faute à un régime irresponsable. Mes chers compatriotes, tu ne peux pas investir, toi qui es dans la diaspora, qui veut aller investir au Togo, si tu ne rentres pas dans le RPT, ou si tu ne donnes pas une part d'action, ou des pots de vin, tu ne peux pas réaliser ton ouvrage. On va te rendre ton projet, la réalisation de ton projet impossible. Alors, débarrassons-nous de ce régime définitivement. Débarrassons-nous et faisons en sorte que ce régime prenne fin. C'est la seule condition de salut. Excusez-moi, j'essaie de rentrer les gens dans la conférence. Je ne sais même pas comment ça se fait. Excusez-moi, bon, ça va se faire au fur et à mesure. Et je vous demande que rien n'entache notre engagement. Il y a les gens qui se disent que nous sommes fatigués. Non, moi je ne suis pas fatigué.
Je suis fatigué d'expliquer la même chose aux gens. Je suis fatigué d'anticiper les choses, mais que les gens ne veulent pas admettre. Et que c'est quand le mal est déjà commis qu'on dise, ah, Jean-Paul et d'autres ont déjà dit ceci. Non, levons-nous, sortons de notre sommeil. Nous sommes dans un coma impossible. Et chers compatriotes, le régime sait que la seule arme que nous avons pour le destituer, c'est les marches, c'est la mobilisation. Voilà pourquoi on interdit les marches. Voilà pourquoi on assiège les villes, pour que nous ne puissions pas manifester. Alors, n'abandonnons pas cette arme-là. Et le fait que l'opposition signe l'arrêt des manifestations, ça n'engage que l'opposition. Ça veut dire que ces leaders n'ont plus le droit, selon eux-mêmes, puisque c'est ce qu'ils ont signé, de venir organiser des manifestations. Mais cela n'empêche pas le peuple de se révolter, ça n'empêche pas la société civile d'appeler à manifester. C'est la différence que nous devons signifier au gouvernement, qu'il négocie avec les partis politiques, pas avec le peuple et la société civile. Donc ces deux entités ont le droit d'organiser les manifestations. Et je prie l'opposition de sortir la lutte du cadre politique pour l'inscrire dans le cadre civil où nous allons organiser une désobéissance civile généralisée. Si cela se fait de façon efficace, ce régime va disparaître en moins de 2 semaines. Et je rappelle que la religion ne doit pas venir ralentir cet élan révolutionnaire. Si nous voulons marcher, que ce soit aussi les vendredis et les dimanches, pas parce que certains doivent aller à la mosquée que nous allons ralentir notre chance de nous libérer, mais arrêtez ces conneries-là. Mes frères musulmans, comprenez que une marche le vendredi, c'est un avantage. D'ailleurs, vous sortez pour aller à la mosquée, vous profitez pour prendre la rue. Et je ne sais pas quelle incongruité d'interdire les marches les vendredis parce que les musulmans vont aller prier. Mais ne retardez pas le salut d'un peuple à cause d'une religion. Et le dimanche, les catholiques et toutes ces églises qui sortent, c'est une aubaine pour la révolution. Et la révolution ne peut réussir que lorsqu'elle est faite sans intermittence. Ces coupures donnent tellement de souffle au RPT qui anticipe l'efficacité des marches à venir. Alors, de grâce, ces religions importées nous foutent la merde. Que ce soit le christianisme comme l'islam, sachons mettre ces religions de côté quand il s'agit de l'intérêt général. Marcher mercredi ou bien marcher jeudi et sauter vendredi, marcher mercredi, jeudi et sauter vendredi pour continuer samedi est incongru. Parce que les gens iront à la mosquée prier. Il faut retarder la libération d'un peuple. Non, profitons de ce jour, les musulmans prient plus tôt. Et dès la prière finie, qu'ils rejoignent la marche. Soyons stratégiques et nous allons gagner cette bataille. Chers compatriotes du Togo et de la diaspora, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et je tiens à le dire, il y a beaucoup de personnes qui s'annoncent pour financer cette lutte. Mais je ne veux pas prendre votre argent sur mon compte privé. Donc, nous sommes en tractation pour créer un fonds spécial alloué à la lutte. Il y a des choses qui se font que je ne peux pas vous dire. Mais les détails des dépenses qui vont se faire avec l'argent récolté, vous les aurez. Ça, c'est une promesse. Vous les aurez. Et nous n'oublions pas nos réfugiés qui sont au Ghana, qui n'ont plus rien. Et qui sont devenus la seule charge de la charge de la seule sœur Foussena Diagba qui fait seule face à ce drame-là. Nous nous souvenons d'elle, nous la remercions pour son dévouement personnel parce que elle met tellement du sien propre dans ce combat. Nous pensons à toi, grande sœur Foussena, et dans les moments qui viennent,
nous allons te soutenir pour mieux prendre en charge nos frères et sœurs réfugiés à cause de cette lutte qui doit libérer notre pays. Donc, ne dormons pas. Et quand on dit de contribuer financièrement, on ne demande pas 100 $ par tête par mois. Non, si quelqu'un peut aller jusqu'à 100 $, c'est bon. Mais 5 €, 5 francs suisses, 10 $, si c'est l'engagement que chacun prend par mois et le fait régulièrement, mes frères et sœurs, en peu de temps, l'argent qui est le nerf de la guerre ne sera plus un souci pour cette lutte. Alors, apprêtons-nous à lancer l'assaut final et soyons prêts à tout moment. Car la foi que j'ai est que ce régime RPT uni a perdu le terrain. Et nous n'allons plus laisser qui que ce soit, par des accords politiques, lui accorder un sursis. Vive la révolution togolaise et que l'Éternel bénisse le Togo.